Vous me maintenez ici, qu'il n'y a aucun risque pour la santé de ces enfants. Je pense qu'il n'y a pas de risque on ne peut jamais certifier qu'il n'y a pas de risque. Le grand jeu toxique nous a mené jusqu'à 6 multinationales. Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, BASF et DuPont. On les appelle le Big Six. Elles règnent presque sans partage sur un marché colossal qui pèse 50 milliards d'euros. Nous avons suivi à la trace leurs molécules. Certaines, dangereuses, s'invitent dans l'air ambiant. Nous vous révélerons que presque partout en France, nos enfants respirent tous les jours un pesticide classé cancérigène probable, le Folpel. C'est le best-seller du géant allemand Bayer. Bonjour, je m'appelle Élise Lucet, je suis française, je viens de France. Je suis actionnaire de Bayer. Interdit depuis 15 ans en France, un pesticide fait de la résistance, l'atrazine. Une substance dangereuse pour nos enfants, toujours présente dans l'eau du robinet. Cette molécule est produite par Syngenta, une firme suisse très discrète. Pour rencontrer ses dirigeants, nous avons dû nous inviter à un dîner entre la multinationale et des parlementaires français. Je suis venue donner un petit coup de main au serveur, je viens vous apporter de l'eau. Et dedans, dans cette eau, il y a de l'atrazine. Je vous propose, si vous voulez, d'en boire. Nous avons eu accès à des informations totalement confidentielles. Des centaines de milliers de chiffres. Ceux des ventes de pesticides en France, département par département, molécule par molécule. Grâce à ces données, vous allez découvrir cette carte inédite. La carte des régions les plus exposées aux pesticides classés dangereux. Bonjour, monsieur le ministre. Est-ce que vous la connaissez, cette carte? Est-ce que vous l'avez déjà vue? Je ne l'ai jamais vue. C'est la première fois que je la regarde comme ça. Les politiques et les citoyens pèsent parfois peu face à l'industrie des pesticides. Notre enquête nous a menés jusqu'à Hawaï. Le paradis sur Terre est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Le terrain de jeu favori des multinationales de l'agrochimie. Dans ces champs, les firmes testent leurs futurs produits. Alors, pour en finir avec l'utilisation massive des pesticides, les habitants ont voté. Mais les industriels contre-attaquent devant les tribunaux. Je voudrais connaître votre opinion sur le fait qu'un processus démocratique soit remis en cause par les grandes entreprises que vous représentez, comme Dow ou Monsanto. Comme je l'ai dit, pour nous, la question est simple. Est-ce que les citoyens ont le droit de réglementer notre secteur? Nous pensons que non. Allez, fini de jouer. Cash vous révèle comment certains produits chimiques mettent en danger nos enfants. Dieldrin, aldrin, hexachlorobenzene. And the food that is imported from other countries that contains these substances cannot be stopped at our borders, because otherwise it would be, God forbid, a trade violation. That's how Codex works. Vous reprendrez bien un peu de chlore avec votre poulet? Avec quelques légumes génétiquement modifiés? Et pourquoi pas des aliments pleins de produits chimiques mauvais pour nos enfants? Si les multinationales faisaient ce que bon leur semblait, ces produits seraient dans votre assiette ce midi. Mais nos réglementations les en empêchent. Aujourd'hui, ces lois sont menacées par le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP ou TAFTA, le traité le plus véreux de l'histoire européenne. Le TAFTA est un traité de libre-échange conçu par des hommes politiques et des grandes entreprises, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, les travailleurs et l'environnement. Les négociations sont secrètes et nous n'obtenons des informations que par des fuites. La coopération réglementaire est au cœur du traité. Cela peut paraître innocent, mais cela signifie que les entreprises feront ce que bon leur semble. Elles pourront coécrire les réglementations et si une multinationale n'est pas satisfaite du résultat, elle pourra influencer le contenu de la loi. Lorsque la Commission européenne pensera à une nouvelle loi,
Elle devra d'abord la soumettre au gouvernement américain et aux entreprises, avant même que vous ou vos élus puissiez la lire. Si une entreprise américaine, disons un producteur de poulet chloré, n'est pas d'accord avec une proposition, la Commission sera obligée de la rejeter en raison de son effet délétère sur le commerce. Les multinationales pourront même proposer de nouvelles lois. D'où vient cette idée? Elle est similaire aux propositions de la Chambre américaine de commerce et Business Europe et fait partie de leur discours à Bruxelles depuis des années. Il prévoit même de créer un nouvel organe dont la principale prérogative sera de s'assurer que les entreprises obtiennent ce qu'elles souhaitent. Son nom sera le Conseil de coopération réglementaire. Sa priorité, protéger le commerce. La coopération réglementaire met le profit avant les citoyens et renonce à certains fondements démocratiques. Elle met des renards à la tête d'un poulailler. Un poulailler rempli de poulets au chlore. According to the World Trade Organization and the Food and Agriculture Organization joint projections. Now, I didn't make this up. Please, if you unfastened your intellectual seatbelts, put them back on again. If you do the numbers in the WHO-FAO projections, the epidemiological projections, they estimate, not I, because what do I know? They estimate, they're the experts, that just the vitamin and mineral guideline alone, when it goes into global implementation on December 31st, 2009, will result in a minimum of 3 billion, that's B, bad, big, billion deaths, 1 billion through simple starvation. Those folks who die are not particularly economically successful from the point of view of the corporations. When you're starving to death, how much good can you do when the issue is how much can you buy? Not a lot. Forget them. But the next 2 billion, they will die from the preventable diseases of undernutrition. So we're talking about food regulations that are in fact the legalization of mandated toxicity and undernutrition. It will be illegal if there's a famine in, wherever there's a famine, to ship high nutrient density biscuits to that country, and it will be illegal to distribute them. That's what we're talking about. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guystones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes.
Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Le dernier commandement des Guidestones, ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. C'est l'association Génération Future qui a relancé le sujet la semaine dernière en faisant analyser en laboratoire tous les aliments qui entrent dans la composition des repas d'un enfant de 10 ans et ce n'est pas rassurant pour les parents. Explication, Céline Morel et Lydia Chaumont. 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conforme aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. C'est l'enquête de ce journal, présent dans les aliments, les ustensiles et même les vaccins. Ce métal n'est pas sans risque pour l'organisme. De récentes études montrent qu'il serait à l'origine de syndromes touchant à la fois les muscles et le cerveau. C'est une enquête signée Claudine Gilbert et Yvon Baudin. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun. Ils contiennent de l'aluminium. On peut en retrouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques. Mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette.
Dans son enquête, Virginie Bell montre comment ce métal, reconnu officiellement comme toxique pour le système nerveux, a colonisé notre vie quotidienne. On sait que l'aluminium n'a pas de rôle biologique connu, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans notre organisme. Et malgré cela, eh bien, on continue de plus en plus en fait à y être exposé dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons puisque elle est traitée avec du sulfate d'aluminium dans de nombreuses communes en France, encore une fois dans les cosmétiques et dans les médicaments, notamment dans les vaccins, comme adjuvant des vaccins. Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'INSERM, un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par 2 le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. 100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle. Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de France Soir. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et 1 trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques. Sucre, c'est une drogue, une vraie. C'est ce qu'a découvert un chercheur au CNRS à Bordeaux, par le plus grand des hasards. Serge Ahmed est un spécialiste de l'addiction. Ces rats de laboratoire n'étaient pas destinés à la recherche sur le sucre. Eux, leur cam, c'est plutôt la cocaïne, sous forme liquide. Ils ont tous été rendus accros pour étudier les phénomènes d'addiction. Ceci est une seringue contenant de la cocaïne. Mais un jour, Serge Ahmed décide de changer le menu du petit déjeuner de ces rats. Pour mieux mesurer leur addiction, il leur propose de goûter aussi de l'eau sucrée. Une substance a priori neutre, anodine. L'animal a le choix entre appuyer sur un levier là, qui est présenté à droite ou appuyer sur un levier présenté à gauche. Lorsqu'il appuie sur le levier présenté à gauche, il peut boire de l'eau sucrée. Lorsqu'il appuie sur le levier de droite, il a une infusion intraveineuse de cocaïne directement dans la circulation sanguine. Entre la seringue de cocaïne liquide à droite et l'eau sucrée à gauche, ces rats déjà accros devraient choisir la cocaïne. Mais, surprise. Sur 100 rats testés, on va dire, on a à peu près 80 à 90 rats qui se détournent de la cocaïne pour boire l'eau sucrée. Donc une vaste majorité d'individus. Et là, comme vous pouvez le constater, l'animal nous ignore totalement et est concentré que sur consommer de plus en plus de l'eau sucrée. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire là actuellement. C'est une preuve du pouvoir renforçant et addictif en fait de l'eau sucrée. Le sucre serait aussi addictif que la cocaïne. Serge Ahmed est l'un des premiers à l'écrire, d'autres scientifiques le confirment depuis. D'après ses travaux, tout se passe comme si le sucre titillait délicieusement les neurones de la récompense et de la motivation dans notre cerveau. Chaque prise de sucre libère de la dopamine, exactement ce qui se produit quand on prend de la drogue.
Nos enfants seraient-ils tous des toxicos? Eux qui en mangent en moyenne 100 grammes par jour, l'équivalent d'une vingtaine de petits carrés de sucre. On a peut-être tendu une drogue dure à nos propres enfants. Notre attitude actuelle vis-à-vis du sucre rappelle l'attitude que nous avions vis-à-vis du tabac au début des années 60. À cette époque, personne ne parlait d'addiction au tabac, on ne considérait pas la nicotine comme addictif, mais n'empêche, il y avait des millions de personnes qui étaient dépendantes au tabac, avec toutes les conséquences que l'on sait au cours des 50 dernières années. Sucre et tabac, même combat. Il exagère, notre chercheur? Pas tant que ça. Le point commun entre ce dentifrice, ces chewing-gums, ces bonbons et ce plat cuisiné, eh bien, ils contiennent tous un ingrédient mystère, le E171, des nanoparticules de dioxyde de titane pour les initiés, un additif chimique au pouvoir blanchissant. On en trouve donc dans tous les produits qui sont majoritairement blancs, par exemple le dentifrice, et dans de nombreuses friandises pour les enfants pour que la couleur qu'on donne aux bonbons puisse tenir. Donc c'est un problème parce que les nanomatériaux sont très petits, plus petits que les globules rouges du sang. Ça veut dire qu'ils passent très facilement dans tous nos organes et ils peuvent s'accumuler partout dans le corps, y compris et surtout dans le cerveau, et causer des pathologies qu'on connaît très bien, Parkinson, Alzheimer. Chaque année dans le monde, 8 millions de tonnes de dioxyde de titane sont disséminées dans les produits de consommation courante, alors que ces nanoparticules sont très différentes des substances classiques. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre, hein. C'est donc très très petit, hein. Les nanoparticules, c'est de la taille d'un virus, hein, par exemple, hein. Il aurait été tout à fait nécessaire d'évaluer les risques des nanoparticules avant de les utiliser. La Commission environnement du Parlement européen prône l'interdiction de ces nanomatériaux dans l'alimentation. C'est criminel de mettre sur le marché, à la fois dans l'alimentation, à la fois dans les textiles, à la fois dans les produits de sport, à la fois dans les cosmétiques, des nanos, sachant que ça peut entraîner des problèmes sanitaires peut-être aussi importants que ce qu'on a vécu sur l'amiante. Au début de sa carrière, le professeur Philip James étudiait les effets de la famine sur les enfants du tiers-monde et les moyens pour lutter contre. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'obésité. Quand vous vous promenez dans Londres, vous voyez beaucoup de gens obèses? C'est assez étonnant. C'est mieux à Londres que dans le reste du pays. Même s'il y a des bus ici, les gens marchent beaucoup. Donc Londres, c'est pas trop mal. Sauf si vous allez dans les quartiers pauvres. Et là, ça saute aux yeux. Les gens se mettent à gonfler. Plus on est pauvre, plus on est gros. Dans les pays riches, les pauvres ne souffrent pas de malnutrition, mais plutôt de malbouffe. Trop de gras, trop de sucre, trop souvent. C'est incroyable. Vous en trouvez partout. C'est une manipulation très habile. Parce que si vous allez par là, ou par là, partout on ne vend que des cochonneries. C'est pas étonnant que tout le monde en achète. Ils font tout leur possible pour être sûr que vous n'allez pas vous contenter d'une seule canette, mais que vous allez plutôt en acheter 3 par jour. Et on sait que chez certains enfants, désormais, 1/4 à 1/3 des calories qu'ils avalent proviennent du sucre. Une orgie de calories à cause d'un sucre omniprésent dans les régimes alimentaires de nos sociétés. Le professeur James se souvient d'une époque où cette denrée était beaucoup plus rare. Dans le temps, on mettait du sucre dans le thé ou le café. Sinon, le sucre, c'était pour les gâteaux. Mais après la guerre, les industriels ont compris qu'ils pouvaient fabriquer des friandises à consommer entre les repas. Quand ils faisaient leurs tests de saveur, les industriels se sont rendus compte que les gens aimaient le sucré. S'ils mettaient des matières grasses et du sucre ensemble, c'était l'idéal. Avec une pincée de sel, c'était la recette explosive qui plairait au palais de chaque consommateur et qui allumerait, on le sait aujourd'hui, la zone du plaisir dans le cerveau. Nous, les médecins et les nutritionnistes, avons mis beaucoup de temps pour comprendre que le cerveau n'est pas habitué
à avoir beaucoup de petits repas, à grignoter entre les repas. Pour appâter le consommateur, lui faire avaler tout et n'importe quoi, rien de tel que le sucre. C'est pour cela qu'aujourd'hui on en trouve partout, en quantité industrielle, mais plus sous forme de carrés blancs. On consomme chaque année 1 500 000 tonnes de sucre en France, dont plus de la moitié dans les produits transformés, et pas seulement dans les bonbons, dans les plats préparés, les sodas, les limonades. C'est comme ça que l'industrie nous a rendus accros, petit à petit. En 2011, il n'y aura donc plus de bisphénol dans les biberons en France. Il en restera dans de nombreux autres récipients où le produit est encore autorisé. Alors, cet interdit est-il dérisoire ? Non, c'est une première alerte selon le rapporteur du texte de loi Gérard Bapt qui affirme qu'il faut parvenir à l'interdiction totale du bisphénol. Le nourrisson est à l'heure actuelle intoxiqué pour 90% par le lait maternel et non pas par le biberon qui n'apporte que 10% en moyenne du taux de bisphénol qui est retrouvé dans le sang. C'est le professeur Fénichel à Nice qui a démontré que 90% des parturientes à Nice de la maternité au CHU avaient des doses de bisphénol, certes faibles, mais bien présentes au moment de la naissance et sur le cordon ombilical. Des effets potentiels sur le cerveau et la prostate des fœtus, des cas d'obésité et de puberté précoce chez les petites filles. Des études aux États-Unis sont en cours. Déjà, différents États ont interdit le bisphénol. Mais comme en 2006, comme en 2008, en 2010 aussi, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments maintient son point de vue, le bisphénol ne serait pas dangereux. C'est désespérant de voir l'agence européenne réagir comme ça, mais l'agence européenne est pourrie de conflits d'intérêts. Son actuelle présidente du conseil d'administration vient de découvrir qu'elle siège dans le conseil scientifique des grandes industries agroalimentaires. Une prédécesseur de cette personne est partie directement de l'agence européenne vers Monsanto. Prochain combat des adversaires du bisphénol, qu'il soit totalement banni. Mais pour l'instant, il est partout, dans les boîtes de conserve, les canettes, certaines boîtes plastiques. Gérard Bapt l'affirme, à terme, le bisphénol suscitera un scandale aussi important que celui de l'amiante. En 1990, le professeur James est alors directeur technique en charge de la nutrition à l'Organisation mondiale de la santé. C'est à lui que l'OMS demande de fixer les seuils minimum et maximum pour les différentes catégories d'aliments. Fort de ses recherches, ce que Philip James écrit dans son rapport ne plaît pas à tout le monde. Ça a été une révolution. C'était de la dynamite. Pourquoi? Parce que j'écrivais qu'on n'avait pas besoin de sucre du tout. Du sucre ajouté, c'est ça? Oui, du sucre ajouté. Ça les a rendus fous. On pourrait donc se passer d'ajouter du sucre dans ce qu'on mange. En 2003, le professeur James aggrave son cas. Dans un autre rapport pour l'OMS, cette fois il établit un lien direct entre obésité et consommation de sucre. Jusque-là, le seul reproche que la médecine faisait officiellement au sucre, c'était de faire des trous dans les dents. On s'est rendu compte que si vous ajoutez du sucre dans la nourriture, votre cerveau a du mal à compter les calories que votre corps avale. Et c'est là que vous grossissez. Dans ce rapport, on avait enfin les preuves concluantes pour dire que ce n'était pas seulement un problème pour les dents, mais que c'était aussi un problème pour l'obésité. Ce phénomène, les scientifiques ont encore du mal à l'expliquer. Mais ils savent désormais que notre corps a bien du mal à dire stop quand il a assez de calories, surtout quand on boit du soda. Les enfants sont les premiers concernés. Selon le rapport, on estime que chaque canette ou verre supplémentaire de boissons sucrées qu'ils consomment chaque jour augmente de 60% le risque d'obésité. Évidemment, ça ne plaît pas aux marchands de soda. Ça a de nouveau déclenché une crise. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé américain de l'époque, le ministre de la Santé, s'est déplacé jusqu'à l'OMS pour dire que ce rapport racontait n'importe quoi. Que le coca, les sodas et le sucre n'étaient responsables d'aucun problème de santé. Dans mon milieu, s'occuper de l'alimentation,
c'est s'occuper de politique. Pourquoi? Parce que la première industrie au monde, c'est l'agroalimentaire. Et si vous l'affrontez, ils essaient de vous flinguer. Anna Soto et Carlos Sonnenschein sont des biologistes. Ils travaillent sur des lignées de cellules cancéreuses. Pour les faire proliférer, ils les exposent à des hormones féminines, des œstrogènes. Mais un jour, même les cellules de contrôle, non exposées à ces hormones, se sont mises à se multiplier. C'était comme si toutes les cellules avaient été exposées aux hormones, même celles que nous n'avions pas exposées aux œstrogènes, volontairement. C'était incompréhensible. Alors nous avons fait l'expérience et nous avons obtenu les mêmes résultats. Là, nous nous sommes dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il faudra des mois de recherche pour trouver la clé de l'énigme. La contamination venait d'un tube en plastique. Le plastique, cette matière supposée inerte, contenait un composant qui agissait comme des hormones féminines. Et c'est lui qui avait déclenché la prolifération des cellules cancéreuses. Notre première réaction a été la surprise. Puis nous avons immédiatement pensé aux conséquences de cette découverte. Par exemple, si l'œstrogène est présent dans le plastique d'un tube de laboratoire, il pourrait l'être aussi dans un biberon. Et si c'est le cas, ça signifie que les bébés sont exposés aux hormones. Produits détergents, boîtes de conserve, plastique, emballage, Soto et Sonnenschein ont testé des composants présents dans une cinquantaine de produits d'usage courant. Ils ont trouvé dans ces produits des molécules chimiques à effet hormonal, comme le bisphénol A ou le nonylphénol. Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestle-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27 größte Firma der Welt. Wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es 2 verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also.